Aujourd'hui, je vais parler du dessin animé La Belle et la Bête, sorti en 91. Je vais faire la conclusion avant de parler des bons et des mauvais points. Pour moi, c'est le meilleur dessin animé que Disney a jamais fait. Disney et Disney Pixar confondus. Parce que c'est un film où tout est bon dedans. Il y a beaucoup de films, si on les sort de leur époque, ils ne fonctionnent plus. Par exemple, Blanche-Neige est très bien, très agréable à regarder, etc., etc. Mais si on le remet pas quand même dans un contexte, le contexte de l'époque, ça perd de sa valeur. Aladdin, par exemple, c'est un film où il y a beaucoup d'allusions à la culture populaire. Et si on le montre, par exemple, à quelqu'un qui ne connaît pas toute cette culture, etc., le film aura beaucoup moins d'impact. Et finalement, c'est assez rare de voir des films qui fonctionneraient aussi bien il y a 50 ans que dans 50 ans, en fait. Et La Belle et la Bête fait partie de ces films-là. C'est un film qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'appartenir à une époque, avec les courants idéologiques qui habitent l'époque, etc., etc., pour fonctionner et pour marcher, quoi. C'est vraiment un film universel qui peut plaire autant à un occidental qu'à un asiatique, qu'à un indien, etc., etc., à mon avis, parce que ça parle de thèmes universels qui touchent vraiment tout le monde, quelles que soient les cultures, etc., etc., et qui ne se fait pas l'étendard de son époque ou quoi que ce soit. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Donc maintenant, je vais dire les bons points et les mauvais points. Alors pour les bons points, l'esthétique est magnifique. Après, évidemment, c'est subjectif, etc. L'animation est sans défaut, je trouve. Quoique, il y a des moments quand ils insèrent de la 3D dedans, parce que c'est... Dans les années 90, en fait, on a commencé petit à petit à passer de la 2D à la 3D. Il n'y a pas eu la 2D, et puis l'arrivée de Toy Story, et puis, ah ben tiens, la 3D c'est super, on va faire la 3D. Surtout que Toy Story, la 3D était assez pas terrible. Quand on le revoit maintenant, ça pique les yeux, quoi. Et là, dans tous les films des années 90, on a commencé à insérer des trucs animés par ordinateur, des trucs où la 3D se voit vraiment, etc. Et là, dans ce film, il y a des moments en 3D qui passent moyennement, quand même. Même si c'est pas souvent, des fois, elle passe moyennement la 3D. Donc au niveau de l'animation est fluide, elle est belle. Au niveau des messages, j'en parlais dans les spoilers, il y a de super messages et qui passent vraiment bien dans le film. Le film a un thème principal et puis après il y a quelques petits thèmes comme ça qui sont éparpillés dans le film et qui passent très bien. Les thèmes on ne les massacre pas à coups de marteau comme tous les films de ces dernières années. Le film avance constamment, le rythme est hyper soutenu au niveau du rythme, c'est super bien. Il n'y a pas un moment où on se dit bon c'est quand qu'elle arrive cette scène, c'est saoulant. Toutes les scènes ont leur utilité, il n'y a qu'une seule scène qui n'a pas utilisé mais ça j'en parlerai dans les mauvais points. Au niveau de l'émotion ça fonctionne. C'est un film qu'il faut voir avec un certain vécu je pense. Ce film quand j'étais petit ne me touchait pas. Et maintenant, que j'ai un peu plus de vécu, le film me touche énormément, quoi. Au début, quand on est vierge de tout, et puis après, avec les expériences qu'on a dans la vie, etc., la vie nous sculpte et crée en nous des cordes sensibles, et qui deviennent de plus en plus sensibles au fur et à mesure qu'on vit des choses. Et La Belle et la Bête, si on n'a pas vécu une histoire d'amour ou une séparation, etc., etc., le film ne va pas nous toucher comme s'il nous toucherait si on a vécu ces choses-là. Donc l'émotion, c'est toujours en fonction du vécu dans tous les films, mais même si notre émotion devant le film dépend de notre vécu, c'est très très bien fait et on n'essaye pas d'expliquer aux non-initiés, entre guillemets, ce qui se passe dans la tête des personnages et dans le cœur des personnages à ce moment-là, quoi. Ça, je trouve ça assez naze dans les films quand on essaye de nous expliquer les sentiments et de pourquoi ils sont comme ça et d'essayer de psychologiser le truc. Si on n'a pas vécu les choses, si on n'a pas ces cordes sensibles que le film va faire vibrer, ça va pas nous émouvoir. On aura beau nous expliquer ce qui se passe dans la tête des personnages, ce sera de l'intellectuel, pas de l'émotionnel. Ensuite, le film a un vrai début et une vraie fin. C'est-à-dire que le premier plan est à l'image du film, c'est à la fois beau et inquiétant, et le dernier plan du film résume le film. Et ça, pour moi, dans les films, il faut vraiment soigner le premier plan et le dernier plan. Et de manière plus générale, la première scène et la dernière scène. Et là, la première scène pose les enjeux, elle te raconte l'histoire pour débarrasser le film de son histoire. On ne passera pas tout le film à nous expliquer l'histoire, comme par exemple, ça ressemble à de l'acharnement, mais comme fait Nolan. Nolan, ses films, c'est que de l'histoire. Il n'y a aucune émotion parce qu'il n'y a que de l'histoire. On passe le film à nous expliquer l'histoire. Alors, on sort du film, on dit, oh, c'était très intelligent, on regarde le film, et là, par contre, c'est un ras-le-bol total la deuxième fois qu'on voit le film. Les films de Nolan sont irregardables une seconde fois. Parce qu'une fois qu'on connaît l'univers, c'est gavant qu'on nous explique toujours le truc. Là, dans la première scène, on nous explique l'histoire est lancée, et ensuite l'histoire du coup va prendre très peu de place dans le film. Du coup, ça laisse le champ libre pour l'émotion et l'évolution des personnages, et ça c'est super. Au niveau de l'humour, c'est pas de l'humour bourgeois, du genre, nous sommes les guignols, nous allons faire rigoler le petit bourgeois qui est derrière sa télé. C'est pas de l'humour où on se moque des personnages, où on rigole des personnages, comme il y a beaucoup, là je pense à Là-haut, quand on regarde Là-haut, les personnages, on n'a pas envie d'être eux, et on n'a pas non plus envie d'être leur ami, et pour moi, un bon personnage de cinéma, c'est un personnage dont on a envie d'être l'ami, on a envie de rentrer dans la télé et d'interagir avec ces personnages, et on a envie d'être leur ami. Mulan, on a envie d'être son ami. Tarzan, on a envie d'être son ami. Le vieil homme dans Là-haut, on n'a pas envie d'être son ami. On n'a même pas envie d'être son voisin. Le gamin dans Là-haut, on n'a pas envie d'être son ami. On rigole de lui, et parce qu'il énerve le vieil homme,
mais on rigole d'un point de vue de spectateur, on n'a pas envie d'être son ami, quoi. Et ça me saoule. Et là, dans le film, il y a de l'humour, mais c'est toujours de l'humour tendre, de l'humour empathique, on rigole pas de ce qui arrive aux gens, du malheur qui arrive aux personnages, etc. On rigole un peu avec eux. C'est de l'humour comme ça. C'est pas de l'humour bourgeois où le guignol va faire rigoler le roi ou le bourgeois, etc. et où il n'y a aucune connexion entre les deux. C'est de l'humour chargé d'empathie, ça j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du doublage, alors je parle du doublage français, je parle pas du doublage américain. Je suis français, du coup je comprends les nuances dans l'élocution de la langue française, je ne comprends pas les nuances de la langue anglaise. Et c'est pour ça que, oui, la VF modifie le film, etc. Et oui, il y a des petits problèmes des fois dans la VF. Et oui, une fois qu'on a vu le film en VO, c'est très difficile de le regarder en VF à cause du fait que la voix ne correspond pas aux lèvres. N'empêche qu'émotionnellement, quand on regarde un film et qu'on lit les sous-titres en dessous, on est moins réceptif à l'image, et deuxièmement, on est aussi moins réceptif à l'élocution des acteurs ou des personnages, parce qu'on comprend pas toutes les nuances qu'il y a dans le jeu de l'acteur anglais. Donc je trouve qu'il y a un petit peu un snobisme de la part des gens qui regardent les films en VO, de dire moi je regarde les films en VO, etc. Et il y a des films que je trouve qui sont absolument des merveilles, et j'ai dit à des gens de les regarder, ils les ont regardés en VO et pas en VF, et du coup le film perdait énormément de leur impact, parce que c'était des films qui étaient très visuels et en même temps très bavards. Donc si on lit les sous-titres, l'image, vu qu'on la regarde à moitié, n'a plus le même impact sur nous, et là ça ne fonctionne plus. Enfin bref, ça c'est un aparté sur le doublage. Enfin bref, voilà, c'est très facile de cracher sur le doublage, etc. Mais c'est un exercice qui est très difficile, et en France je trouve qu'on a des doubleurs absolument exceptionnels, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir une émission sur YouTube qui s'appelle Il était une voix. C'est des interviews, pas de doubleurs, parce qu'on me l'a fait remarquer, mais d'acteurs de doublage. Le doubleur étant la personne qui coordonne les acteurs de doublage, il me semble. On me reprendra si je fais une erreur, parce que jusque là je disais doubleur, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle en fait, on m'a corrigé dans les commentaires. Et enfin, le dernier bon point, c'est la bête qui est absolument géniale, au niveau visuel, au niveau de la voix en VF et tout, au niveau de la gestuelle, au niveau de la mise en scène, comment on nous la présente, etc. La bête est absolument géniale. Et j'ai regardé La Belle et la Bête, qui est sortie en 2013, il me semble, avec Léa Seydoux et Vincent Cassel, et c'est hyper difficile de repasser après La Bête de Disney, parce que La Bête de Disney, elle est irremplaçable. Et la bête dans La Belle et la Bête de Vincent Cassel est vraiment mauvaise. Enfin, Christophe Gans, qui avait fait Le Pacte des Loups, que j'avais pas du tout aimé, et apparemment c'est un chef-d'œuvre des films en France. Bon, ça je comprends pas, c'est comme Skyfall, je regardais des critiques de Spectre il y a ces jours-ci, et tout le monde disait que Skyfall était absolument génial, et moi je trouve vraiment que c'est une bousasse, mais totale. Donc voilà, donc des fois je comprends pas la vie des gens. Je vais en profiter pour faire juste vite fait une petite aparté sur les films de La Belle et la Bête. J'ai pas vu la version de Cocteau, qui apparemment est un chef-d'œuvre. J'ai vu La Belle et la Bête de 2013, de Christophe Gans, que j'ai trouvé nul et totalement inutile. Je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ce film. Tous les acteurs j'ai trouvé mauvais dedans. À la fin du film, on se demande pourquoi ce film a été fait. Il est vraiment mauvais, et moralement le film est mauvais. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, regardez ce film, en même temps j'ai envie de vous dire, ne le regardez surtout pas, c'est Sortilège, avec Vanessa Hudgens, et c'est une version moderne de La Belle et la Bête. Ce film s'adresse aux ados, et le film passe son temps à expliquer 10 fois la même chose, le principe du film. C'est-à-dire que le film de Disney, on nous explique en 3 minutes l'histoire du film, et c'est un film qui est censé s'adresser aux enfants en plus. Aux adultes, mais aussi aux enfants. Et en 3 minutes, on nous explique qu'on prend pas les enfants pour des idiots. Là, on prend les ados, qui sont censés avoir plus de vécu et de jugeote que des enfants, normalement. On s'adresse à eux vraiment comme des idiots. Vraiment, en regardant le film, il y a des moments où je buguais, j'avais vraiment l'impression qu'on faisait caca dans mon cerveau. Il y a des moments, j'étais quasiment mort de rire à dire, mais c'est hallucinant, mais c'est pas possible. Qu'on ait validé ce scénario, qui a dû être réécrit 20 fois, comme tous les scénarios Hollywood, et qu'en plus, on ait réalisé ça, et qu'il n'y ait pas un mec dans la production qui ait dit, mais c'est complètement stupide, il faut pas prendre les ados comme ça pour des idiots. Je dis pas que les ados sont pas des idiots, parce que évidemment quand on est ado, c'est pas là où on est le plus intelligent. Et je dis pas ça parce que je suis plus un ado et que maintenant, une fois que j'ai passé l'adolescence, je dis les ados sont tous des idiots et de ça. Quand on est ado, on a la bêtise de penser qu'on est supérieur aux adultes, parce que nous on aurait tout compris et qu'eux auraient rien compris avec leur culture ringarde, etc. et machin, etc. Et en même temps, on a l'impression d'être plus mature que les enfants, alors qu'en réalité, dans les faits, on est 10 fois moins cultivé et intelligent que les adultes, parce qu'on a moins vécu, tout simplement. Et on s'amuse moins que les enfants, parce qu'on a toutes les barrières culturelles qu'ont les adultes, à ne pas s'amuser, à pas courir, à pas faire des jeux, etc. Donc on est, quand on est ado, on est moins qu'un enfant, et moins qu'un adulte en réalité, et à cet âge-là, on a l'impression qu'on est et plus qu'un enfant et plus qu'un adulte. Donc c'est pas la période de la vie où on est le plus intelligent, mais de là à aller faire un film
qui prend clairement les ados pour des idiots à leur répéter 10 fois les mêmes choses, je trouve que c'est carrément insultant, et moi qui n'étais pas un ado quand je l'ai vu, j'avais vraiment l'impression, comme je dis, c'est vraiment l'image exacte, que le réalisateur, le scénariste, etc. faisait caca dans mon cerveau. À un moment, on se demande comment un message aussi beau que l'histoire de La Belle et la Bête, surtout traité par Disney, peut être rendu aussi grossier et vulgaire, et aussi bête, que dans Sortilège. Enfin bref. Donc ça c'était pour l'aparté. Et les côtés pas bien, là il n'y en a pas 10 000. Une chanson qui est de trop, je trouve, qui fait pas avancer l'histoire, c'est la fête, avec toutes les assiettes, etc. et machin, le moment du dîner. C'est cette chanson qui est, je trouve, en trop. Et dans la version longue, il y a une autre chanson qui est Être humain à nouveau. Et là, pareil, comme truc qui rallonge le film pour rien, qui n'apporte rien. Ils l'ont rajouté dans la version longue sur le Blu-ray. Et heureusement, sur le Blu-ray, il y a la version courte et la version longue. Donc vous pouvez le regarder toujours en version courte. Et ensuite, à la fin, il y a des ruptures de ton où c'est très noir et en même temps, on y met de l'humour pour les enfants, pour éviter que le truc soit trop noir. C'est à la fois très bien fait et à la fois dommage. Donc voilà. Pour terminer, donc le film est génial. Disney va refaire La Belle et la Bête avec Emma Watson, qui jouait Hermione dans Harry Potter, dans le rôle de Belle, et Luke Evans dans le rôle de Gaston, ce qui est n'importe quoi. Moi j'aurais vu clairement The Rock. Alors il a pas, évidemment il fait pas français de visage, mais à la limite Disney avec Marvel, ils nous ont sorti Idris Elba en Heimdall dans Thor. Ils nous ont sorti un asiatique et un noir pour jouer des dieux nordiques. Donc s'ils appliquent leur logique de dire non mais on fait un truc multiculturel, etc., etc., ils peuvent aussi nous le sortir pour là, et vraiment là ça me dérangera absolument pas qu'ils mettent The Rock, tellement quand on voit La Belle et la Bête de Disney de 91, le dessin animé, quand on voit Gaston, c'est The Rock, clairement. Enfin, The Rock et Gaston, il est fait pour ce rôle. On lui met une perruque, alors je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre comme perruque, mais il est clairement fait pour le rôle. Après, il y a la différence d'âge avec Emma Watson, évidemment, mais bon, à la limite, je passerai dessus si jamais ils avaient fait ce choix. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que le film part très mal. Je pense que le film sera mauvais, j'irai quand même le voir au cinéma, mais j'ai très peur. Surtout qu'Emma Watson n'est pas une très bonne actrice, selon moi. Elle ouvre les yeux, elle ferme les yeux, elle fait du montagne russe avec ses sourcils. Puis c'est tout, je trouve qu'elle n'y a pas beaucoup d'émotion dans son jeu ni rien, et elle n'arrive pas à être sur la retenue. Je veux dire, à un moment donné, quand on veut être un bon acteur, il faut arrêter de trop en faire, par exemple comme au théâtre, où c'est nécessaire. Au théâtre c'est comme ça, on en fait des caisses et puis voilà. Quand on est devant une caméra, il faut pas en faire des caisses, au contraire, il faut être dans la retenue au maximum. Enfin bref, les meilleurs acteurs sont ceux qui fonctionnent sur la retenue, je trouve, et elle est pas du tout sur la retenue, et du coup ça fonctionne pas. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur Disney, je vous conseille de le voir si vous l'avez pas déjà vu, honte à vous, et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, il est vraiment génial. En plus c'est les périodes des fêtes là, enfin, au moment où je fais la vidéo, on est en décembre, il va bientôt y avoir Noël. Revoyez-le, vous pouvez revoir le Grinch par exemple pour Noël aussi, le premier Harry Potter, c'est des films, enfin des films de Noël, regardez tout ça. Et voilà, pour ceux qui regardent pas les spoilers, à plus. Bonjour, 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 bonjour. le boulanger porte son plateau bien. Pour les spoilers, je vais essayer d'abréger parce que je crois que la vidéo va déjà être assez longue. Alors, premier truc, je vais partir du début du film. Il y a un moment où on nous a présenté le personnage de Gaston, etc. Belle rentre chez elle et elle dit je me sens vraiment comme un intrus. Je peux parler à personne, quoi, parce que elle aime lire des bouquins, etc. Et parler de ses bouquins, 2-3 fois dans la chanson, elle essaye de parler de ça, du bouquin qu'elle lit à des gens. Finalement, elle en parle à des moutons parce que personne ne veut l'écouter, quoi. Donc elle rentre chez elle et elle dit qu'elle se sent un peu seule, etc. Et il y a son père qui lui dit pourquoi pas Gaston, c'est un beau jeune homme, il lui fait. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre le côté totalement perché des parents, des fois. Quand on est parent, on n'est pas forcément dans la bonne position pour conseiller à son enfant avec qui il devrait être ou avec qui il devrait pas être. Et souvent, la vie des parents est mauvaise, en fait. Et la pire des choses qu'on peut faire, c'est d'inconsciemment être influencé par l'avis des parents, parce que quand on est avec quelqu'un, c'est un choix qui ne regarde que nous, et ce qu'on doit voir, c'est l'intimité, quand on est seul avec la personne. Et c'est ça qui doit faire qu'on reste ou pas avec la personne, et absolument pas comment la personne se comporte une fois qu'elle est en société, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut être maître de ses désirs, il faut absolument être maître de ses désirs, et se débarrasser de toutes les influences extérieures, par exemple, l'avis des parents. Tout ça, on dit le truc d'Oedipe, etc. On dit que Oedipe tue le père et couche avec sa mère. Donc de manière un peu plus soft, c'est en gros s'émanciper du joug du père et séduire sa mère, fait plaire à sa mère. En réalité, quand on grandit, on veut plaire à ses parents, aux deux, pas qu'à la mère. Et à un moment, pour devenir maître de ses désirs, il faut pas tuer le père, il faut tuer le père et la mère. Dans l'idée, évidemment, il faut pas choper un couteau et leur trancher la gorge. C'est pas ça le but. Intellectuellement, tuer ses parents, ça veut dire s'émanciper de tout ce que les parents peuvent projeter en nous. Et se libérer totalement de ça, et voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce
qu'on a envie de faire, etc. et suivre ses propres envies, plutôt que de vouloir satisfaire ses parents dans leurs envies à eux. Il faut absolument s'émanciper de ça, et s'émanciper en gros ça passe par notamment l'adolescence où on va aller s'engueuler beaucoup avec ses parents, etc. Quand on est enfant, nos parents c'est l'image de Dieu, c'est quand nos parents disent quelque chose, c'est forcément vrai. Puis quand on grandit, quand on se cultive un peu ça, on s'aperçoit que nos parents n'ont pas forcément raison sur tout, ils peuvent se tromper sur beaucoup de choses et machin, c'est pas forcément les meilleurs du monde, etc. Et à ce moment-là, on va commencer à s'engueuler avec eux, et là ils sont plus notre image de Dieu, et là, quelque part on tue les parents, on tue l'image de Dieu qui est en eux, et là on s'émancipe, on devient un peu maître de ses désirs. Mais passé à l'adolescence, il y a toujours un besoin d'affection qui fait qu'on est rattaché à nos parents, et donc à leur influence, etc. C'est là qu'il faut terminer le travail, pas en s'engueulant avec eux et en coupant les ponts, etc., mais en comprenant quelle est cette influence que nos parents ont sur nous, et à s'émanciper de leurs envies à eux, et donc de devenir maître de nos désirs, etc. Et là, ce que Belle fait très bien dans le film, parce qu'il n'est pas question qu'elle écoute son père, etc., en disant c'est un beau jeune homme. Alors oui, il incarne la réussite pour son village, le mec il est beau, il est très fort, etc., il est très viril, machin, mais c'est un crétin fini. Et elle, ce qu'elle veut, c'est pas un crétin fini. Donc elle est maîtresse de ses désirs, et elle veut pas être avec Gaston. Et ça c'est super bien. Ensuite, à la fin du film, il y a Belle qui est renvoyée chez elle par la bête parce que son père est en danger, et il lui donne le miroir en disant prends ce miroir, comme ça vous aurez le loisir de me voir quand vous en aurez envie. Donc lui, il renonce à son envie à lui de la voir elle, et il lui donne le miroir magique. Donc déjà ça c'est super beau, c'est le seul contact qu'il a avec le monde extérieur, et il lui donne, donc il se dépossède de tout ce qu'il a, de l'éventualité de redevenir un homme, et de son contact avec le monde. Donc là il devient totalement isolé et totalement désespéré, etc. Bref, il donne le miroir, elle rentre chez elle, et son père va être enfermé parce qu'il a dit qu'il a vu la bête, que les gens le croient fou, donc il va être enfermé, et Belle sort le miroir en disant miroir montre-moi la bête, et là elle montre le miroir à tout le monde, à tous les villageois, et là on voit la bête qui rugit. Et à partir de cette image, Gaston va dire à tous les villageois il faut tuer la bête parce que la bête va venir la nuit pour manger vos enfants, etc. Et les gens ont peur, et du coup se joignent à Gaston et vont au château pour essayer de tuer la bête. C'est l'image parfaite de la désinformation par l'information. C'est-à-dire qu'on va pas désinformer par un mensonge, on va désinformer par la vérité. C'est-à-dire qu'à la place de nous montrer toute la vérité dans sa globalité, de faire une analyse de la vérité, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image qui est vraie, la bête qui est monstrueuse et qui rugit, et à partir de ça, on va le sortir du contexte, c'est-à-dire qu'on va pas dire la bête rugit parce qu'elle est désespérée, etc., et parce qu'elle est malheureuse, on la sort du contexte. Ensuite, on va y mettre tout un discours autour, qui est mensonger par contre. La bête va venir chez vous, manger vos enfants, etc. On va jouer sur la peur des gens. Et du coup, on va créer des motivations aux gens, c'est-à-dire il faut tuer la bête, alors qu'en réalité, qu'est-ce que ces gens-là savent de la bête ? Ben rien du tout, sinon qu'ils l'ont vu rugir. Voilà, donc c'est très important à chaque fois de se demander quelles sont les motivations de la personne qui me porte l'information. Est-ce que ce que je vois, les images que je vois, est cohérente avec ce qu'on me dit ? Ce que voient les gens, c'est une bête qui rugit. Ils voient pas une bête qui mange des enfants ou quoi que ce soit. Donc quand on dit la bête va venir manger vos enfants, alors que 2 minutes après le même mec disait la bête n'existe pas, il y a de quoi se poser des questions. On se dit mais cette information de il va venir manger vos enfants, d'où il la tient ? Il y a une incohérence entre ce qu'on voit et ce que Gaston dit ensuite. Il faut se demander quelle est la légitimité de Gaston, quelles sont ses connaissances sur le sujet, etc., pour pouvoir nous balancer cette info de il va venir manger nos enfants, etc. Donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Qui nous apporte l'information ? Quelles sont ses idées, ses motivations ? Est-ce qu'il est légitime ? Est-ce qu'il a la culture nécessaire pour parler de ce dont il est en train de parler ? Et il ne faut pas se demander si ce qu'on voit, c'est la vérité. Il faut se demander si ce qu'on voit, c'est toute la vérité. Et est-ce que le bout de vérité qu'on nous donne ne trahit pas en réalité la vérité globale ? C'est-à-dire ne va pas à l'encontre de la vérité globale. Donc ça c'est pour la désinformation par l'information, c'est super qu'on nous montre ça dans un film et surtout dans un film pour enfants. Ensuite la vidéo va être assez longue, je pensais en reparler maintenant, la différence entre la séduction et le rapprochement. Les belles histoires d'amour sont celles qui se font sur un rapprochement mutuel, petit à petit et involontaire de la part des deux personnes qui vont composer le couple. Et pas sur la séduction de quelqu'un qui va dire cette fille est super jolie, je vais la séduire, ou bien ah ce mec est super beau, machin, je vais le séduire en sortant tous mes charmes, etc. Donc voilà, donc j'en ai parlé dans ma critique sur Spectre, donc je vais vous mettre un lien du moment où j'en parle, allez le voir si ça vous intéresse. La scène du dîner où la bête a d'énormes mains, etc. et du coup il mange avec les mains et tout, et il y a Belle qui elle mange avec la cuillère parce que c'est comme ça que ça se fait. Les conventions veulent qu'on mange avec des couverts, etc. Donc d'un côté on a le côté naturel de la bête qui physiquement ne peut pas suivre les conventions, donc qui mange comme elle veut manger. De l'autre côté on a Belle qui suit les conventions sociales, et en général on se plie aux conventions sociales quand on rencontre un inconnu, et c'est ce que va faire la bête. La bête, voyant que Belle se sert d'une cuillère, il fait un effort pour elle, il prend la cuillère et il essaie de manger à la cuillère.
Mais Belle, voyant qu'il n'arrive pas parce qu'il a des trop grosses mains pour manger à la cuillère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'assiette de soupe et elle boit directement au truc. Et du coup, la bête prend son assiette aussi et boit la soupe directement à l'assiette. Et du coup, ils se sont affranchis des conventions sociales pour se créer une intimité, dans un sens, en trouvant leurs propres conventions à eux. Et du coup, ça mène à la création de leurs propres règles, de leur propre univers. Et normalement, chaque couple devrait avoir son propre univers propre à chaque couple, quoi. Et un couple qui respecterait toutes les conventions sociales à l'intérieur du couple, à mon avis, c'est des couples qui sont très névrosés, c'est-à-dire que les règles sociales arrivent jusque dans leur intimité, et si ça vous arrive, c'est que vous n'êtes pas fait pour être avec la personne avec qui vous êtes. Ensuite, un truc qui est marrant, dans la chanson de Gaston, la chanson tourne autour du fait que Gaston est très viril, etc., et que c'est totalement inconcevable que Belle ne tombe pas sous ses charmes. Et à un moment, pour montrer qu'il est viril, il ouvre sa chemise, et il dit « personne n'a un torse aussi velu que Gaston ». Enfin, c'est pas lui qui dit, c'est d'autres mecs qui chantent. Et c'est marrant parce que du coup, à l'époque, avoir un torse velu, c'était un signe de virilité. Et maintenant, si on regarde les films qui sortent maintenant, c'est plus un signe de virilité, c'est limite un signe de saleté. En gros, c'est si t'as des poils, c'est que t'es sale, t'es un homme des cavernes et machin, etc. Et c'est marrant parce que ce qui était viril avant, c'est-à-dire le côté brut, naturel, bestial de l'homme, s'efface totalement, pousse les hommes à s'épiler le torse, etc. Et si on voit les hommes dans les films, à part Wolverine, qui a des poils parce que le personnage a des poils, mais sinon ça m'étonnerait pas qu'il s'épile. Non, je dis ça, je dis une bêtise. Hugh Jackman, à mon avis, s'épilerait pas, parce qu'il est quand même en dehors de ce truc-là. Mais si on regarde Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans, etc., c'est des mecs qui sont totalement épilés, et ils font de la muscu pour faire les mecs virils, etc., et ils s'épilent en même temps. Donc maintenant, on est dans une ère où je sais pas si c'est l'homme qui se dévirilise, parce qu'on peut pas dire qu'ils sont dévirilisés parce que les mecs sont très musclés, et en même temps passer des heures à soulever des poids pour s'embellir physiquement plus que pour chercher de la puissance physique, puisque dans notre monde, la puissance physique, on n'a plus tellement besoin de puissance physique. Ça ressemble plus à un comportement féminin de manière culturelle, pas naturelle, je répète, de passer du temps à s'embellir, à être belle, etc. Ça ressemble plus à un comportement féminin qu'à un comportement viril, en fait. Et on peut se poser la question de pourquoi la virilité, comme ça, se transforme vers quelque chose de plus féminin. Ça m'étonnerait pas que ce soit parce que les hommes dans notre société sont pas des très bons consommateurs. Un homme ne se met pas de crème, un homme n'achète pas forcément énormément d'habits, etc., quelque chose de plus féminin au niveau culturel. Un homme ne se maquille pas, voilà. Et les hommes là, du coup, ne consomment pas comme les filles. Et du coup, en montrant des images comme ça d'hommes qui vont aller s'épiler, qui vont aller se coiffer bien comme il faut, qui vont aller 15 fois chez le coiffeur par mois, etc., on transforme l'homme viril, bestial, qui consomme pas beaucoup, ou en tout cas pas sur tous ces produits-là, on va en faire un consommateur. C'est-à-dire que donc l'homme va dépenser son argent comme d'habitude, plus tous ces produits-là. Du coup, l'homme devient un meilleur consommateur vis-à-vis du marché. Donc moi, je trouve cette évolution regrettable, dans le sens où moi, en tant que garçon, j'ai pas envie de m'épiler, etc., etc. Les filles qui n'ont pas envie de se maquiller, quelque part, elles sont poussées à se maquiller, parce que la plupart des filles se maquillent, et du coup, elles sont mises en concurrence avec les filles qui se maquillent. Et à un moment donné, si on veut, à un moment, plaire à une fille, etc., les hommes, à un moment donné, seront obligés de s'épiler. Donc c'est marrant de voir comment les choses évoluent, comment l'homme viril bestial, petit à petit, perd de sa bestialité pour devenir un homme viril consommateur. Donc voilà, un point sur la fin du film qui est absolument magnifique, où il n'y a quasiment pas de dialogue. On a encore l'opposition entre l'ambition et la passion. C'est-à-dire que Gaston est ambitieux, il veut Belle parce que c'est la plus jolie, etc., etc., etc. À côté de ça, il y a la bête qui aime Belle, il veut pas se marier avec elle, il veut même pas la posséder, il veut son bonheur, et du coup, quand elle veut partir, à moi, il lui dit « partez », et il renonce à elle parce qu'il est amoureux. Donc ça, c'est un comportement passionné et pas un comportement ambitieux. Si la bête avait été ambitieux, il aurait dit non, non, tu restes là, t'es ma prisonnière ou machin, ou il aurait essayé de la faire culpabiliser, de l'abandonner. Et là, on a la confrontation entre l'ambition et la passion à la fin où Gaston veut tuer la bête, etc. Et il y a le côté aussi ambitieux de montrer qu'il est le plus fort en disant je veux que la bête fasse partie de mes trophées. C'est vraiment le chasseur qui tue les animaux, manière de se sentir bien fort, etc. Alors que quand on chasse, on a les deux pieds dans le béton. On arrive, on est 10, on a un fusil, et on tire sur un animal qui est en train de s'enfuir. L'animal a peur, veut s'enfuir pour sauver sa vie, et le mec a les deux pieds dans le béton, il vise, il suit, et puis au moment, boum, et puis il se dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis fort !» Alors que cet abruti qui est en train de tirer n'est pas spécialement courageux, parce qu'il n'y a pas un combat frontal avec il se bat pas à main nue ni rien, etc. Et puis même s'il se battait à main nue, ce serait complètement stupide de se dire « Allez, je vais aller me balader en forêt pour aller tuer les animaux qui vivent », surtout que, bon, je fais une aparté là, mais le seul animal qui a de trop sur cette planète, qui a en trop grand nombre, c'est l'être humain. On se répand, on bétonne tout, etc. Les animaux ont de moins en moins d'espace pour vivre, et encore, on va aller chez eux, dans leur forêt,
les débusquer de leur terrier, de leur machin, etc. pour aller les plomber en disant « Eh ben non, il y en avait trop, et j'étais obligé. » Juste une info, 2 tiers des animaux qui sont chassés en France sont des animaux d'élevage, c'est-à-dire que on va élever des faisans, etc. dans les volières et machin, et ensuite on va y aller le dimanche, on va les lâcher, et puis poule, et puis hop, on va les buter comme ça. Donc si vraiment il y avait trop d'animaux en France, il n'y aurait pas besoin d'élever les 2 tiers d'animaux qu'on chasse en France. 30 millions d'animaux chassés en France en 2011, et sur ces 30 millions, 20 millions étaient issus d'élevage. Enfin bref, ça c'est une aparté. Donc là, on a l'ambition de Gaston face à la passion de la bête. À ce moment-là, la bête a perdu l'objet de sa passion, donc il est totalement abattu, etc. Et là, il y a un truc magnifique, il y a Gaston qui rentre avec son arc, et la bête le regarde, et puis là, il fait un bruit de chien malheureux, quoi, en gros, ou de lion malheureux, c'est plus grave. Il voit que Gaston veut le tuer, et puis il s'en fiche, et il se retourne. Il réagit même pas, il a même plus cette envie de vivre. C'est ce que je disais dans une autre critique, je sais plus laquelle. Il a perdu l'objet de son amour et là sa vie est terminée, quoi. C'est l'amour en tant que maladie incurable. Il est tombé amoureux et maintenant c'est terminé. La seule chose qui peut soulager son amour, c'est d'être avec l'objet de son amour. Et une fois que l'objet de son amour est plus là, ben, il a même plus envie de vivre, quoi. Et là on a l'ambition qui continue et il tire dans le dos de la bête. Gaston a le temps d'arriver, de le pousser par la fenêtre. La bête fait des roulés-boulés, arrive au bout d'une corniche, au bout du toit, il va quasiment tomber, il a un bras dans le vide, et il se relève même pas, il se redresse même pas, il est encore malheureux et tout. Il y a un mec qui vient lui tirer dessus et il s'en fiche, il a envie de mourir et même si Gaston est un mauvais homme, il va même pas se battre contre lui, quoi. Et là il y a Gaston qui arrive, qui fait son discours à 2 balles sur « tu crois vraiment que t'avais une chance de séduire Belle, etc. face à un homme comme moi ». Et là il y a Belle qui arrive, du coup la bête reprend goût à la vie et là à ce moment-là il a vraiment plus envie de mourir. Il se retourne, il l'attrape et puis là le visage de la bête se transforme et là il a vraiment envie de vivre et là il devient en colère contre l'ambition, etc. Et donc là, il y a la passion qui affronte l'ambition. Donc là, s'ensuit un combat, etc. qui est magnifique avec la pluie, les éclairs, etc. sur les toits dans cet environnement un peu, je veux pas dire de bêtises, mais je crois gothique. C'est absolument magnifique, émotionnellement ça fonctionne à mort. Et là, il y a la bête qui finit par choper Gaston à la gorge, qui le tient au-dessus du vide. Et donc là, on a la passion qui a gagné sur l'ambition. Il y a la bête qui a les sourcils froncés, il est en colère contre Gaston. Il a envie de le lâcher, mais il le lâche pas. Et là, il y a Gaston qui le supplie, qui dit « Je ferai tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, me lâchez pas, me lâchez pas. » On voit que non seulement Gaston n'aime personne, est prêt à tuer quelqu'un qu'il connaît pas, juste par pure ambition. Il a même pas d'amour pour lui-même, c'est un cœur qui est totalement dépourvu d'amour. Et maintenant, la bête a été capable d'aimer, à ce moment-là. Et quand il voit ce cœur dépourvu d'amour, et même d'amour propre, parce qu'à ce moment-là, il a aucune dignité, quand il voit ça, ben, sa réaction, c'est plus la colère, c'est la pitié. Et là, il a pitié de lui, il a ses sourcils qui se détendent, et il le repose et lui dit « Partez, quittez mon château ». Et là, il y a Belle qui est de l'autre côté, il remonte pour aller voir Belle. Et là, c'est magnifique parce que il n'y a pas besoin de faire de grosses tirades à dire biche ou ma biche, quand tu soulignes du crayon noir tes jolis yeux, machin, faire des tirades à 2 balles pour lui dire je t'aime, machin. Il lui dit juste Belle, tu es revenu avec sa voix caverneuse. Et là, ça fonctionne à mort. Et là, il y a l'ambition qui se réveille et Gaston poignarde la bête dans le dos. Les deux commencent à tomber. Et là, la différence qui est faite entre la bête et Gaston, c'est que quand la bête tombe, il y a Belle qui la rattrape. Quand Gaston tombe, il n'y a personne qui la rattrape. Et voilà, ça c'est super. Juste, ce que je trouve en trop, c'est quand il va mourir, elle finit par je t'aime, et c'est le fait qu'elle lui dise je t'aime qui fait qu'il se retransforme en homme. Le son du je t'aime, je trouve que je t'aime en français sonne très mal, et je trouve que ça passe pas. On est dans la convention, c'est-à-dire que quand les gens s'aiment, ils se disent je t'aime. Donc là, pour moi, c'est la culture qui pénètre à l'intérieur du couple. Quand on fait quelque chose de banal, d'un côté, on considère l'autre personne comme une personne de banale. Et dans ce genre de situation, je trouve qu'on est plus du côté de la séduction. On va jouer avec les sentiments de la personne en lui disant je t'aime. Je trouve que dire je t'aime ne veut pas dire je t'aime. Voilà. Donc voilà, ça je trouve ça naze. Donc voilà, la vidéo a été suffisamment assez longue et ma caméra va s'éteindre. Donc j'espère que vous aimez le film, que vous avez apprécié la critique. Et voilà, à plus. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la belle.